Bonjour à tous et bienvenue dans notre formation en ligne sur cette 5e partie présentée par Global Software spécifiquement dédiée pour vous étudiants. Je suis Milan Gérard, je serai votre présentateur aujourd'hui tout au long de cette formation. Je serai assisté de Damien Tonnet qui pourra répondre à toutes vos questions pendant cette formation via le chat de la plateforme GoToWebinar. La plateforme, vous avez ici l'interface qui se présente avec la flèche orange pour afficher ou masquer le panneau de contrôle. Vous pouvez poser donc vos questions dans la zone dédiée et régler les paramètres audio si vous m'entendez pas assez bien ou trop fort. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une série de 6 formations, dont 4 ont déjà été réalisées durant l'été. Ces 4 formations, donc jusqu'à la vérification de l'acier, vous pouvez revisualiser les formations directement sur notre site internet. Aujourd'hui, nous allons donc nous focaliser sur la vérification du béton, qui est le programme de cette formation aujourd'hui. Et la dernière formation, la vérification du bois, sera prévue le 28 octobre. Le contenu donc de la formation d'aujourd'hui sur la vérification du béton, nous allons tout simplement réaliser 2 modèles. Le premier, ce sera en guise d'exemple une poutre en béton pour prendre en main la vérification du béton. Et le deuxième modèle, ce sera une vérification d'une dalle en béton. Après la formation, donc vous aurez ce PowerPoint de présentation de disponible qui vous sera envoyé, ainsi que la vidéo de cette formation et les modèles. Les modèles de la formation d'aujourd'hui sont déjà disponibles avec un lien WeTransfer que Damien Tonnet pourra vous envoyer dans le chat de la plateforme. Donc vous pouvez soit directement télécharger les modèles et les ouvrir, soit pendant la formation, nous allons directement modéliser ensemble toutes les étapes de chaque modèle. Ok, avant de commencer le premier modèle, je vais juste réaliser un petit sondage afin de connaître vos connaissances sur la vérification du béton. Ok, donc je vous laisse le temps de répondre. Avez-vous déjà vérifié des structures en béton avec un logiciel de calcul de structure? Ok, on va pouvoir fermer le sondage d'ici quelques secondes. Tout le monde a pu répondre. Donc, la moitié d'entre vous ont déjà vérifié les structures avec un logiciel. Donc, pour l'autre moitié, ça tombe très bien cette formation. On va pouvoir regarder ensemble la vérification du béton avec le logiciel de calcul RFEM6. On va commencer avec des éléments filaires sur le premier exemple, avec la vérification d'une poutre. Et on passera ensuite sur un modèle 3D avec des surfaces et la vérification de ces surfaces dans le deuxième modèle. Pour les autres, vous pourrez bien sûr suivre la vérification et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des détails importants que vous souhaitez voir. N'hésitez pas, Monsieur Tonnet pourra
répondre à vos questions. Ok. On va donc passer sur le logiciel RFM6 qui est ici ouvert par défaut, donc sans modèle, sans fichier. On va donc commencer un nouveau modèle en allant directement dans le menu Fichier et cliquer sur Nouveau pour démarrer un nouveau modèle. Vous allez pouvoir rentrer le nom de votre modèle dans la zone. Hop. Vous avez la possibilité également de donner une description à votre modèle. Ici, on peut choisir un nom du projet. Je vais sélectionner la zone vide pour tout simplement enregistrer mon modèle directement sur mon PC. Le type de modèle, donc on va être sur un modèle 2D directement. On va juste modéliser une poutre dans ces premiers exemples. Donc je peux sélectionner ici la première option 2D avec les contraintes dans le plan. On voit ici la petite icône qui montre à quoi ça correspond. On va ensuite aller dans l'onglet Modules et c'est donc ici qu'on va activer la vérification du béton dans la zone, module de vérification, ce qui va nous permettre d'avoir un modèle directement paramétré pour vérifier les éléments en béton. Les éléments vont devoir être vérifiés selon une norme. Je vais donc pouvoir aller dans l'onglet suivant, l'onglet norme 1, où je sélectionne toutes les normes en fonction ici des Eurocodes. On voit ici, pour la vérification du béton, l'Eurocode 2 est automatiquement sélectionné. Et dans le cadre de cette formation, on va rester sur cette annexe nationale européenne par défaut. OK. On peut tout simplement valider en cliquant sur OK pour commencer ce modèle avec les paramètres qu'on vient de définir. OK. L'interface graphique s'affiche avec le navigateur ici à gauche. On va donc voir quelques bases de modélisation, mais très rapidement, puisque c'était déjà l'objet des 4 précédentes formations. On peut revoir quelques paramètres de base, notamment dans la barre de menu ici Options. Je peux définir mes propriétés d'affichage en cliquant dessus. Donc ici, vous voyez que j'avais un arrière-plan en blanc par défaut. Si vous avez téléchargé pour la première fois le logiciel, vous avez aussi éventuellement l'arrière-plan en noir. Si je clique ici sur Appliquer, voilà votre interface. Donc si vous voulez, comme moi, avoir l'interface en blanc, vous pouvez cliquer ici sur Charger l'arrière-plan en blanc et cliquer sur OK. Également, on peut revoir les unités décimales. Pour cela, je vais aller ici dans le menu Modifier et je peux cliquer ici sur Unités et décimales. Pour travailler tous ensemble sur les mêmes unités, on peut cliquer ici sur Par défaut. Comme ça, je suis sûr que les paramètres par défaut ont été définis. Donc, si jamais vous faites des modifications sur vos projets ou sur vos modèles, vous pouvez modifier les décimales, les unités, etc. Et ensuite, vous pouvez enregistrer comme modèle type les modifications. Donc, ça vous permet, sur des modèles où vous utilisez des unités bien spécifiques, de pouvoir réimporter ces unités à l'aide d'un modèle type. Donc, si vous enregistrez ici, ensuite, vous avez la possibilité de charger le modèle type enregistré en cliquant sur l'icône. Et voilà, vous aurez ici la liste. Donc par défaut, on a 2 modèles types avec le modèle métrique qui est bien défini par défaut. OK. On peut cliquer sur OK pour valider. Bien sûr, toutes ces unités décimales, si vous les modifiez en cours de projet, toutes les conversions se font de manière automatique. OK. Et enfin, pour commencer notre modèle à partir de 0, on va tout simplement faire un clic droit sur Objet de base et cliquer sur Tout supprimer objet de base. En effet, on voit qu'on a des matériaux et des sections définies qui dépendent des derniers modèles que j'ai pu réaliser sur le logiciel. Donc, on va recommencer en cliquant sur Tout supprimer. Je clique sur Oui et je n'ai plus d'objets dans mon navigateur de données. On va pouvoir enregistrer le modèle en cliquant sur
l'icône dans la barre d'outils. J'ai une boîte de dialogue qui apparaît où je peux définir mes données à enregistrer. Je clique tout simplement sur OK et je peux sauvegarder ici par exemple sur mon bureau. OK. Pour créer notre poutre, on va lui attribuer donc un matériau béton. On peut donc dans le navigateur de données ici faire un clic droit sur matériaux et ici cliquer sur nouveau matériau. On a une boîte de dialogue qui apparaît où je définis les propriétés de matériaux. Bien sûr, une bibliothèque est déjà intégralement comprise dans le logiciel. Donc, avec la barre de recherche en haut, je peux faire appel aux matériaux qui sont déjà définis dans la bibliothèque. Donc, le matériau béton qu'on va vouloir, c'est un matériau béton C3037. Donc, je tape tout simplement C3037 dans la barre de recherche. Et ici, je peux sélectionner les matériaux correspondants. On va choisir le premier ici selon l'Eurocode 2. OK. On va cliquer, donc là je peux cliquer sur appliquer. On voit ici les propriétés de base du matériau qui sont bien réimportées. Pareil pour les armatures. Les armatures, on va utiliser un matériau d'acier des bétons armés. Donc je vais cliquer ici sur la petite icône avec l'étoile jaune et cliquer sur créer un nouveau matériau. Je pourrais refaire ma recherche de la même façon, mais je peux aller directement dans la bibliothèque de matériaux en cliquant ici sur l'icône avec le bouquin et importer à partir de la bibliothèque de matériaux. OK. Ici, on a nos filtres qui sont définis et dans le type de matériau, je peux sélectionner ici l'acier de béton armé. J'ai ma liste qui apparaît et je peux sélectionner dans la série acier de béton armé B selon l'Eurocode. OK, maintenant que j'ai choisi ma série, je n'ai plus qu'à sélectionner mon matériau d'acier. On va ici, dans cet exemple, choisir celui-ci, donc le matériau B500S, entre parenthèses A. Alors, les initiales, donc la première B, ça va être pour béton. Le 500 après, ça va correspondre à la limite caractéristique d'élasticité de votre armature. Ensuite, je vais passer directement à ce qu'il y a entre parenthèses. Donc, on a soit la valeur A, B ou C. Ça correspond à la ductilité de votre armature. Donc, A, ça va être une ductilité faible et C, une ductilité plus importante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La ductilité, ça va être le rapport résistance sur allongement. Donc, en choisissant un matériau d'acier de béton armé avec la ductilité A, je choisis un allongement de 25 pour 1000, donc un allongement faible par rapport à C qui a 75 pour 1000, sachant que le B, lui, va être utilisé notamment pour le sismique avec une valeur de 50 pour 1000. OK. Et juste la dernière lettre ici, qui est avant la parenthèse, on a soit S, soit M. Donc M, c'est pour mesh en anglais, qui veut dire treillis. Et S, c'est pour standard, toujours en anglais, pour les armatures standards. OK, donc nous, on va choisir ce premier. On verra que dans l'exemple suivant, on pourra choisir celui d'après, M pour treillis. OK, je valide. Et j'ai mes deux matériaux avec les propriétés qui sont définies. Je peux valider. Et ici, j'ai mes matériaux qui sont affichés dans le navigateur de données. On va passer maintenant à notre section de poutre. On va créer une nouvelle section de la même manière en faisant un clic droit dans le navigateur sur nouvelle section et je clique ici sur nouvelle section. Par défaut, on a une section rectangulaire qui s'affiche, donc nous, ça nous convient. On va pouvoir aller directement dans l'onglet paramétrique pour définir la géométrie de notre rectangle. On va définir ici 300 en largeur et 450 en hauteur, donc une section de 30 cm par 45. Dans l'onglet suivant, on peut regarder quelques valeurs de section qui sont automatiquement définies avec les paramètres qu'on a donnés. Et également le dernier onglet, points de contrainte, où on retrouve les contraintes disponibles à plusieurs points de notre section. Très bien, on valide et on va pouvoir créer notre barre. Donc
Ici, d'ailleurs, on voit le matériau C3037 qui s'affiche en noir, puisqu'on a bien une section qui utilise ce matériau. Donc, en bleu, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucun matériau B500S qui est utilisé. Je vais cliquer ici dans la barre d'outils sur Nouvelle barre simple pour créer ma barre. Pareil, on a une boîte de dialogue qui s'ouvre où on définit les propriétés de notre barre. Donc, pour l'instant, on reste sur le type de barre poutre, puisque donc on va attribuer une section. La section, comme il n'y en a qu'une seule, est automatiquement définie avec le matériau également. On va tout simplement valider, on va revenir sur les autres onglets un peu plus tard. J'ai validé et je peux maintenant dessiner avec le curseur qui s'affiche en sélectionnant le premier point de ma poutre à l'origine et le deuxième point à 8 mètres. OK. Je peux continuer de dessiner d'autres poutres. Ici, on voit le curseur. Pour quitter la fonctionnalité, je peux faire un clic droit pour quitter. OK. Je zoome ici sur ma poutre et je peux voir que les armatures ont été automatiquement définies puisqu'une section en béton est reconnue et que la vérification pour le béton est activée. On va donc double-cliquer sur la barre. On va définir notre poutre avec une travée principale et une deuxième travée en console. Je vais donc devoir séparer ma poutre en deux à l'aide d'un nœud. Je vais donc ici activer l'option nœud sur la barre et j'ai l'onglet nœud sur la barre qui apparaît. Ici, je vais définir un nœud à 6 mètres du début. Je vais donc passer en pourcentage, en distance absolue. Donc là, ici, je clique sur la petite icône pourcentage pour inverser la distance relative et absolue. OK, on voit bien que maintenant, je vais définir en mètres. Je peux ici cliquer sur 6 mètres et automatiquement, ma poutre de 8 mètres a été reconnue. Je valide. Et ici, on voit un nœud bleu qui apparaît à 6 mètres. On le voit ici, le nœud. Je peux double-cliquer sur ce nœud. On voit ici qu'il a une propriété bien spécifique. Ces types de nœuds, c'est sur la barre. Donc, ça va être très utile d'utiliser ce type de nœud pour notamment l'application des charges, par exemple. Comme ça, si vous modifiez la position de votre nœud, tout ce qui est attribué à ce nœud va se déplacer en même temps. Mais aussi pour les conditions limites pour la vérification du béton, notamment ce qu'on le verra avec les appuis de calcul. On le verra par la suite. OK. Donc ce nœud, différent des nœuds standards qui eux sont en rouge, lui est en bleu. On va pouvoir assigner un appui nodal. Je vais donc cliquer ici sur assigner un appui nodal. On garde ici l'appui par défaut articulé et je vais sélectionner graphiquement les nœuds. Je sélectionne ici le nœud à l'extrémité de ma poutre, je valide et je peux cliquer sur appliquer. OK, ça me permet de rester sur la même boîte de dialogue et de définir plusieurs appuis. Je peux maintenant définir un autre appui glissant en X. OK, je peux cliquer sur sélectionner graphiquement les nœuds et cette fois-ci, je peux sélectionner le nouveau nœud. OK, je valide et j'ai mes deux appuis qui apparaissent. Pour les voir plus clairement, je peux faire un clic droit sur l'un des appuis et ici, à l'aide du curseur, je peux modifier facilement l'affichage de mes appuis. OK. Donc vous voyez, très simple, la poutre est déjà définie. On va pouvoir maintenant définir les charges. Par défaut, le logiciel crée automatiquement un cas de charge de poids propre. On va créer, nous, un nouveau cas de charge. Je clique ici sur l'icône avec l'étoile jaune, nouveau cas de charge, qu'on va appeler charge imposée, travée. En effet, on va séparer notre chargement en travée et en console. La catégorie d'action pour ce cas de charge, on va choisir imposer catégorie A, habitation et résidentiel. OK. Et on va pouvoir copier le cas de charge. Je clique ici sur l'icône copier les cas de charge sélectionnés. J'ai un troisième cas de charge
avec les mêmes paramètres. Je vais juste modifier le nom pour mettre console. OK. On peut valider. J'ai ma liste déroulante ici avec les cas de charge. On voit également les combinaisons qui sont créées automatiquement. On va revenir là-dessus après. Donc le poids propre, lui, est automatiquement pris en compte. On va donc pouvoir ajouter en plus une charge permanente. Donc je vais cliquer sur l'icône nouvelle charge de barre ici. OK. On va sélectionner graphiquement la barre à laquelle on veut attribuer la charge. Donc je sélectionne ici la barre numéro 1, je valide, OK. Je choisis ma grandeur de charge de 10 kN par mètre et je clique sur appliquer et suivant. On voit en arrière-plan la charge qui s'affiche et je peux rester sur la boîte de dialogue pour définir mes autres charges. J'ai donc juste à sélectionner mon cas de charge numéro 2 et je peux définir une autre charge. On va choisir ici pour n'appliquer la charge que du nœud 1 au nœud 3, donc en travée, une autre distribution de charge, donc pas uniforme sur la barre, mais trapézoïdale. En effet, ça me permet de prendre un point A et un point B sur la poutre, d'où l'utilité des nœuds sur la barre. La grandeur de charge, je choisis 20 kN pour mes 2 points, OK. Et la distance de la charge, ici, je peux choisir 0 pour le premier nœud et 6 mètres ici. Je peux directement mettre dans la barre son numéro 1 et je peux cliquer sur appliquer et suivant. OK. Je fais la même chose pour le cas de charge 3. Je change juste la distance. Je commence cette fois-ci à 6 mètres pour finir à 8 mètres. Je peux resélectionner graphiquement la barre. Une, OK. Et je peux cliquer sur OK. Voilà. Pareil que pour les appuis, je peux faire un clic droit sur l'appui et modifier l'affichage de la taille de mes charges. OK. On va revenir sur les combinaisons qui ont été créées automatiquement. Donc, je vais venir ici dans le navigateur de données, cliquer sur cas de charge et combinaisons. Donc, je fais un clic droit et je clique ici sur le premier cas de charge et combinaisons. J'ai le premier onglet base qui me rappelle la norme qui est sélectionnée pour l'assistant de combinaison. Et j'ai bien ici l'assistant de combinaison qui est activé. En ayant cette option activée, j'ai mes combinaisons qui sont créées automatiquement en fonction des catégories de cas de charge que j'ai définies. On va directement passer à l'onglet Situation de projet qui va nous permettre de créer les combinaisons. On retrouve 4 combinaisons par défaut, une ELU en rouge, donc pour état limite ultime, et 3 ELS en vert, pour état limite de service. Dans le cadre de cet exemple, on va faire une vérification du béton à l'ELU et à l'ELS. Cependant, à l'ELS, on va vérifier uniquement la flèche. Je peux donc désélectionner les ELS caractéristiques et fréquentes et cliquer ici sur supprimer les situations de projet sélectionnées. Je clique sur OK et je vais avoir uniquement la flèche qui va être vérifiée à l'aide des combinaisons quasi permanentes. Pour avoir plus d'informations sur ces situations de projet, ELU et ELS et toutes les règles de combinaison qui s'appliquent, je peux cliquer ici sur le petit bouton Information pour les règles de combinaison. OK. On a ici les facteurs permanents et partiels qui s'affichent pour chaque type de charge, chaque type d'action. OK. Je peux fermer. Et on a également ici l'assistant de combinaison qui va être appliqué. Ici, on voit qu'on a du second ordre par défaut. On va laisser ici. Ça va calculer l'équilibre des forces selon le système déformé. Voilà. On verra ça plus en détail dans le deuxième exemple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est directement les combinaisons de charge. Donc, je clique sur l'onglet combinaison de charge et on voit les combinaisons qui ont été créées automatiquement. OK. Alors là,
comme j'ai supprimé directement les deux autres situations de projet, ici on voit que j'ai un saut de numéro de 4 à 13. Je peux, dans ce cas-là, revenir sur situation de projet, supprimer ma situation de projet également, la recréer à nouveau. Je sélectionne mon type de situation de projet quasi permanente. OK. Et si je reviens, voilà. Ça s'est régénéré avec une numérotation continue. Si je sélectionne une combinaison, je peux aller dans l'onglet Attribution et on voit les facteurs partiels qui s'appliquent à chaque type d'action. Donc pour les actions permanentes, on a un facteur de 1,35, alors que pour les actions variables, on a un facteur de 1,5. On a également ici une colonne déterminant qui peut être différent d'une action à l'autre si on a plusieurs catégories d'actions. Comme on a la même catégorie d'action, ici le déterminant est activé pour les deux. OK. On peut valider. On a notre poutre avec les charges coefficientées. Et si je sélectionne la liste déroulante, on voit les 8 combinaisons qui sont bien créées. Je vais me mettre ici sur la situation de projet 1 pour définir les propriétés de calcul. OK. Les propriétés de calcul de notre poutre, donc on a vu que les armatures sont automatiquement définies, on va pouvoir les paramétrer en double-cliquant sur la poutre. Je reviens sur ma boîte de dialogue modifier la barre, où je vois ici les propriétés de calcul qui sont activées par défaut. En ayant ces propriétés de calcul, j'ai donc 6 onglets de disponibles pour la définition du béton armé. Le premier onglet, donc longueur efficace pour le béton, va être utile pour les éléments sollicités en compression. Nous ici, comme on est sur une poutre sollicitée principalement en flexion, on ne va pas avoir besoin de définir de longueur efficace. Dans l'onglet enrobage du béton, on va avoir un enrobage minimal automatiquement déterminé selon la durabilité qui est définie ici dans cette zone. On a la possibilité de modifier la durabilité du béton en cliquant sur l'icône. Et ici, j'ai une boîte de dialogue qui me permet de définir les différentes classes d'exposition pour les armatures, mais aussi pour le béton, avec toutes les catégories, toutes les différentes classes qui s'affichent. OK. Je vais cliquer ici sur Annuler. Je vais laisser la durabilité du béton XC1 par défaut. Et j'ai ici la valeur de CNOM qui correspond à l'enrobage minimal selon la norme et qui correspond graphiquement à la distance entre le bord extérieur de ma section et le bord extérieur des premières armatures, donc ici les cadres. OK. On a la possibilité également de définir soi-même l'enrobage du béton, ici, et également la possibilité de définir différents enrobages selon les côtés de la section. OK, on va désactiver, on va laisser l'enrobage minimal sur tous les côtés de la section. Le troisième onglet, armature d'effort tranchant, donc le troisième onglet dédié à la vérification du béton, on va retrouver nos cadres. Les types de cadres, par défaut, vous avez soit 2 brins, mais vous avez également aussi 3 brins. Voilà, et aussi 4 brins. Nous ici, on va sélectionner par défaut les 2 brins d'armature fermés avec un crochet à 135 degrés. On va modifier le diamètre de notre barre pour les cadres à passer à 8 mm. Et pareil, la distance entre chaque cadre, on va revenir à 15 cm, donc 0,15 m. OK, donc le nombre s'est automatiquement mis à jour ici sur ma poutre. On verra par la suite dans cet exemple qu'on a la possibilité d'ajouter une travée d'armature d'effort tranchant pour définir des armatures plus resserrées par endroit. On va dans l'onglet suivant, armature longitudinale, où on retrouve par défaut des types de barres définis de façon symétrique en haut et en bas de notre section de poutre. On va modifier pour sélectionner une répartition asymétrique. Et j'ai la possibilité ainsi de modifier mes barres supérieures, de mettre uniquement 2 barres. Voilà, on voit en même temps que l'aperçu de notre section se met à jour automatiquement. On va passer à 12 mm. OK.
J'ai la possibilité aussi, avec cette définition asymétrique, de définir des barres latérales. Ici, on voit que j'ai rajouté une barre par face latérale de 10 mm. Et pour mes diamètres de barres inférieurs, je vais repasser à 16 mm. Et je vais rester sur 3 barres. OK. Les autres paramètres, on va les laisser par défaut, mais on voit qu'on a également la possibilité de définir des ancrages sur notre poutre. L'avant-dernier onglet configuration de calcul, on va retrouver toutes les options disponibles pour la vérification à l'ELU et à l'ELS. On va ici modifier la configuration pour l'ELU pour voir ce qui a été défini par défaut. On voit ici les efforts internes qui sont pris en compte par défaut pour la vérification. On voit également en haut à droite que cette configuration est attribuée à tous les éléments, donc barres, ensemble de barres, surface et nœuds qui sont présents dans le modèle. Et donc, on peut modifier cette configuration. On va notamment activer la considération de la redistribution limitée des moments aux appuis selon 5.5. Et la deuxième option, réduction des moments au nu de l'appui, ici, selon 5.3.2. Donc la première option que j'ai activée, ça va me permettre de prendre en compte un moment de redistribution sur ma poutre au niveau de mes appuis. Et la deuxième option que j'ai activée va me permettre, en définissant une largeur d'appui et en ayant un appui monolithique, pareil, de diminuer mes moments au nu de l'appui. Et enfin, par défaut, on avait cette option qui était activée, la réduction des efforts tranchants au nu de l'appui à une distance D, qui, elle, pareil, si on a une largeur d'appui de définie, va réduire l'effort tranchant. Donc ces trois options, on va les activer et on va laisser toutes les autres configurations par défaut. On ne va pas rentrer dans les détails ici. OK, je valide. La configuration pour le LS, on a aussi la possibilité de regarder les détails de configuration. On le verra dans un second temps. Je vais donc aller dans le dernier onglet, flèches et appuis de calcul, où je vais justement définir les appuis de calcul pour prendre en compte les réductions de moments que je viens d'activer. Au niveau de la flèche, ici, je vais pouvoir activer la vérification uniquement selon l'axe local Z, qui correspond à la direction de nos sollicitations que l'on a définie avant. Et on voit ici qu'on a une longueur de flèche définie avec la longueur de référence de 8 mètres. Or, nous, on aura des longueurs à prendre en travée de 6 mètres et en console de 2 mètres. Donc, pour cela, le programme ne va pas pouvoir récupérer automatiquement les appuis qu'on le souhaite définir. On va donc les créer et les assigner pour qu'ensuite les longueurs de référence soient automatiquement correctement prises en compte. Je vais donc cliquer dans la zone appui de calcul sur Nouvel appui de calcul. OK, on est bien sur un appui de type béton. On va modifier la largeur de l'appui à 360 mm et on va désactiver appui interne pour avoir notre appui sur le premier nœud. On peut également désactiver ici la vérification de la flèche selon Y. Et le second appui qui va être au milieu, on va cliquer sur Créer un nouvel appui de calcul. Pour ne pas confondre mes deux définitions d'appui de calcul, je vais renommer cet appui en cliquant ici sur Nom défini par l'utilisateur. Et je vais taper moi-même le nom. OK. Et je peux de la même façon redonner une largeur de 360 mm. Je laisse cette fois-ci l'appui interne activé et j'active aussi l'assemblage monolithique. On voit ici la différence de prise en compte si c'est activé ou non. J'impose un rapport de répartition des moments de 0,9 et je peux également désactiver la vérification de la flèche selon Y. On peut valider. OK. Ici, l'appui de calcul, on le voit en début de barre, on va le modifier pour redonner le premier. Et ici, le nœud interne, voilà, avec la flèche rouge, je peux cliquer sur mon deuxième appui de calcul.
OK. Et on voit ici maintenant le tableau qui s'est mis à jour. La longueur de référence de 8 mètres a disparu. J'ai bien une longueur de 6 mètres en travée et 2 mètres en console pour la vérification de ma flèche. On peut valider. Notre poutre est prête à être vérifiée. On va donc passer dans le tableau pour voir les paramètres de la vérification du béton. Je sélectionne ici. Et le premier onglet situation de projet, pour l'instant, on va désactiver l'ELS pour regarder dans un premier temps uniquement la vérification à l'ELU. On peut lancer la vérification du béton directement depuis la barre d'outils, ici, en cliquant sur vérification du béton. On voit ici le solver qui est apparu, qui a calculé les combinaisons et qui a effectué la vérification du béton. J'ai ici dans mon tableau directement les valeurs qui s'affichent. On va revenir là-dessus après. Pour l'instant, je peux regarder dans mon navigateur résultat, ici, la vérification du béton. J'ai ici la vérification et les armatures qui sont affichées. Nous, on va pour l'instant uniquement désactiver la vérification pour regarder les armatures requises qu'a calculé le logiciel. Donc pour cela, je vais dans armature sur les barres armature requises et je vais activer les armatures longitudinales en haut et en bas. Ok, on voit ici les diagrammes. On va les afficher plus clairement après. Et je vais en même temps, dans les armatures prévues, activer les armatures prévues en haut et en bas. Donc voilà, j'ai activé 4 options ici et le graphique s'est mis à jour. Donc pour cela, pour mieux afficher les graphiques, je vais venir ici dans le navigateur afficher et je vais désactiver la vérification, les types pour la vérification du béton. Donc comme ça, les armatures ont disparu et je peux également me mettre ici dans la barre d'outils en modèle filaire. Ok, on a un aperçu beaucoup plus clair de nos diagrammes. On voit bien donc ici la courbe en verte de nos armatures requises en bas qui dépassent nos armatures prévues en bleu. Et pareil en partie supérieure, ici la zone en bleu qui dépasse les armatures prévues en jaune. Donc voilà une première interprétation assez rapide, mais une façon encore plus rapide de tomber sur la même interprétation, c'est dans ce navigateur résultat de désactiver les armatures requises et les armatures prévues et d'utiliser les armatures non couvertes. En effet, si j'active les armatures non couvertes en haut et en bas, je retrouve ma différence entre les armatures requises et les armatures prévues. On voit en partie supérieure que j'ai un 38 cm² qui manque et 6,30 en partie basse. Ces armatures, on ne va pas pouvoir les augmenter, enfin du moins le logiciel ne va pas pouvoir augmenter automatiquement les armatures. On va donc modifier manuellement les armatures sur la barre. Je vais donc double-cliquer sur la barre numéro 1 et dans l'onglet armature d'effort tranchant, je vais rajouter des travées. Je vais cliquer 2 fois sur copier la travée d'armature d'effort tranchant. Voilà. Et j'ai ma poutre qui est définie en 3 zones. La première zone, je vais garder les paramètres. Je vais juste modifier la position de cette travée. Je vais ici modifier le format en absolu pour passer en mètres. Et je vais mettre la fin de cette travée à 5 mètres. Ok, on voit que ça s'est mis à jour. Les autres travées se mettent également à jour. Je peux passer à la deuxième. Ok. Où je sélectionne mon format en absolu et je passe de 5 à 7 mètres. Ok, comme ça, j'ai ma définition de part et d'autre de mon appui et je vais resserrer les cadres pour passer à 10 cm, donc 0,1 mètre. Hop. Tac. Alors, il y a eu
Voilà. On va pouvoir la remettre à jour. Je vais mettre 8 et là je vais retaper 0,15. Voilà, ça se met à jour. OK. Et la deuxième travée, ici, elle s'est automatiquement mise à jour avec la valeur de 7 mètres, ici, qu'on voit qui est automatiquement définie. Dans l'onglet armature longitudinale, on va pareil modifier nos diamètres de barres. Donc, les barres supérieures, je vais passer à 20 mm. Et les barres inférieures, je vais passer au nombre de 5 barres avec pareil un diamètre de 20 mm. OK. Pour voir la nouvelle disposition de mes armatures, je peux cliquer ici sur l'icône afficher la disposition des armatures. Et de cette manière, on a un aperçu très clair de nos armatures en partie haute et en partie basse, ainsi que les cadres d'armature. OK. Je peux valider et je valide ma barre. On va réactiver donc dans le navigateur afficher les types pour la vérification du béton et on va se remettre en modèle transparent. On va pouvoir relancer le calcul de la vérification du béton dans la barre d'outils en cliquant sur l'icône. OK. La vérification a été effectuée et cette fois-ci, on voit que tout est en vert, contrairement à tout à l'heure où j'avais des armatures en rouge. OK. Au niveau de toutes ces vérifications, vous pouvez avoir plus d'informations et plus de détails en double-cliquant sur une des lignes et une des cases. Si je double-clique, j'ai la boîte de dialogue détail de vérification qui s'ouvre avec la description complète des formules de vérification selon l'Eurocode. Donc ici, je vois toutes les formules qui apparaissent. Et dans la dernière colonne, j'ai également la référence du paragraphe, de l'équation et de la norme qui est définie. Ça permet de pouvoir comparer à la main vos calculs et ce qui a été effectué dans RFEM6. OK, dernière étape de la vérification de cette poutre, ça va être la vérification à l'ELS. Donc je vais revenir ici dans les données d'entrée, je vais réactiver l'ELS et dans l'onglet configuration pour l'ELS, je vais double-cliquer sur ma configuration pour défaut pour modifier les paramètres. Donc tous les paramètres ici, on va les laisser par défaut. On va juste modifier la valeur de vérification de la flèche lorsqu'on a un appui sur un côté. En effet, on a les deux valeurs à L sur 250 et ici, on va passer à L sur 100. OK, on valide et on peut relancer la vérification du béton. Je peux directement passer dans la barre d'outils aussi du tableau, afficher les résultats, oui. Et j'ai le calcul qui se relance avec cette fois-ci les combinaisons ELS quasi permanentes qui se calculent et la vérification du béton qui est effectuée. OK, toujours les vérifications qui ont été correctement effectuées et cette fois-ci, j'ai une deuxième partie pour l'ELS avec tous les états limites de service qui ont été vérifiés. Et ici, la dernière ligne, limitation des flèches. Je peux double-cliquer pour voir les détails de la vérification. On va ici aller dans cette dernière zone, sélectionner la flèche et les valeurs limites de la flèche. On voit ici la longueur de référence de 6 mètres qui a été choisie avec un critère de 250. Donc en effet, je suis à 3 mètres de ma barre. Si je déplace ici ma fenêtre, je vois la position de la vérification. Et si je sélectionne cette fois-ci l'extrémité de ma barre, donc à 8 mètres, on voit bien que cette fois-ci, la longueur de référence a bien été prise en compte pour la console, donc de 2 mètres, avec une valeur cette fois-ci de L sur 100 à l'extrémité de ma barre. OK. Donc, RFEM6 pour la vérification du béton et notamment de l'ELS permet de détecter automatiquement
les consoles, les différentes travées avec les appuis de calcul. Voilà pour ces premiers exemples. On va faire un petit test suite à cet exemple et on va pouvoir passer ensuite sur le deuxième modèle. Je vous laisse répondre. Pour vérifier correctement les déformations, il est important que les appuis de calcul soient définis pour les barres, vrai ou faux. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont pu répondre. On va pouvoir fermer le sondage et afficher les réponses. Donc, en effet, tout le monde a répondu correctement. Pour vérifier les déformations, il faut définir les appuis de calcul. Avec une bonne définition, on a vu que du coup, ensuite, les critères de flèche étaient correctement respectés. On va revenir sur le PPT avec une introduction sur le deuxième exemple. Donc, je vais masquer le sondage. OK. Donc, deuxième exemple de cette formation, une dalle en béton armé. Ici, on voit l'affichage du modèle que l'on va réaliser avec les paramètres. Donc, pour les éléments en flexion, donc la dalle et les poutres, on va être sur un matériau C30-37, donc un peu plus résistant que pour les murs et les poteaux qui vont être avec un matériau C25-30. La dalle est principalement portée donc par ces voiles et ces poteaux, et également des poutres en périphérie, donc qui vont être à ce niveau-là, qui vont être définies. On aura deux cas de charge, le poids propre par défaut, et également on va créer un nouveau cas de charge avec une charge imposée de 3 kN par mètre carré qu'on va appliquer à la dalle. On voit ici les dimensions de nos dalles et de nos murs qui sont de 24 cm, et également pareil pour la largeur des poutres et des poteaux assez larges. Les poteaux carrés, eux, seront de 40 par 40. Un petit mot avant de commencer ce modèle. Sur cette formation, on va uniquement modéliser la dalle et les poutres. Les poteaux et les murs, eux, vont être modélisés directement à l'aide des appuis, à l'aide de l'option rigidité fictif via un poteau. Donc on verra ça en détail pendant la formation. Donc ça va pas être exactement le modèle que vous voyez, dont vous voyez l'aperçu ici, mais du coup, de votre côté, après la formation, vous pourrez comparer nos deux modèles en modélisant directement les surfaces et les poteaux, et aussi le modèle qu'on va réaliser aujourd'hui avec directement des appuis et des rigidités fictives. Ok, mais les paramètres ne changent pas, ce sont bien les mêmes. C'est parti. On retourne sur RFM, on va pouvoir créer un nouveau modèle. Pareil que pour tout à l'heure, je passe par le menu Fichier, Nouveau, et j'ai la boîte de dialogue qui apparaît d'un nouveau modèle avec l'onglet Général. Je donne un nom à mon modèle. OK. Je resélectionne la case vide pour enregistrer sur mon bureau. Le type de modèle, on va bien être en 3D pour définir notre dalle. Et comme tout à l'heure, je retourne dans l'onglet module, j'active la vérification du béton et dans l'onglet normes, j'ai bien l'Eurocode 2 qui est sélectionné avec les annexes européennes. OK. Le fichier se crée, je vais pouvoir enregistrer directement le modèle. Je valide sur mon bureau. OK.
Ici, on voit que tous les objets de base sont à 0, je n'ai aucun défini par rapport à mon dernier modèle. Ok. L'aperçu que vous avez vu sur la présentation a une forme bien particulière. Je vais modéliser cette forme directement à l'aide d'un DXF. Donc, pour faire appel à un plan qui a déjà été réalisé et que je veux importer en DXF, je vais venir dans le navigateur données ici, cliquer sur Objet repère. Et ici, je vais utiliser les couches d'arrière-plan. Donc, je vais faire un clic droit sur la couche d'arrière-plan et cliquer sur Nouvelle couche d'arrière-plan. Ok, je vais sélectionner ici le fichier. Sur mon bureau, donc j'ai déjà mon DXF qui est prêt. Et j'ai directement ici la visibilité de mes lignes de construction qui s'affichent. On va se mettre en vue de dessus pour voir l'implantation de mon projet. Si vous vous rappelez bien sur l'aperçu du modèle, cette zone ici de voile sera plutôt en haut à gauche. Je vais donc tourner mon modèle donc de 180 degrés par rapport à X pour qu'il se situe en haut et de 180 degrés par rapport à Y, voilà, pour qu'il se situe sur la gauche. Je peux vérifier les paramètres du graphique d'après l'écran principal en sélectionnant ici. Et j'ai l'origine du repère qui est visible et qui me permet de savoir où je peux implanter mon DXF par rapport au centre ou par exemple par rapport à la coordonnée plus X, moins X, etc. Nous, on va rester par défaut sur le point d'insertion au centre. Ok, on valide et on a la couche d'arrière-plan qui apparaît. On va se mettre en vue en direction de Z, ici, pour facilement modéliser. Donc, comme on est sur une couche d'arrière-plan, ici, si je sélectionne ma ligne, je ne peux pas double-cliquer dessus et modifier. On est sur une couche d'arrière-plan, donc on n'est pas sur des objets de RFM6. Pour créer un nouvel objet de RFM6, donc ici une ligne, je vais cliquer dans la barre d'outils sur Nouvelle ligne. Et cette fois-ci, je peux sélectionner, donc en revanche, je peux sélectionner l'accrochage à mon DXF. Je sélectionne ici l'extrémité, OK, et je peux continuer pour sélectionner ma ligne dans l'autre direction. Je fais un premier clic droit pour quitter la fonction, parce que là, je pourrais recommencer, mais je ne vais pas être précis. Donc là, je pourrais recommencer une nouvelle ligne, et donc je vais faire un deuxième clic droit pour tout simplement quitter la fonction. Les lignes, on va les recopier de l'autre côté en sélectionnant la ligne et en la glissant copiant avec la touche CTRL. Donc en appuyant sur la touche CTRL, je viens copier ma ligne. Pareil pour cette ligne-là, vers le bas avec la touche CTRL. OK. On va terminer les lignes de contour, donc on va recliquer sur Nouvelle ligne, cette fois-ci pour faire les voiles à l'intérieur. Et donc je peux sélectionner les contours de mon DXF. Je fais bien ici une nouvelle ligne pour l'ouverture, donc qui va être utilisée par une poutre ici. OK. Et là, c'est bon. Je peux faire un clic droit pour quitter la ligne et un deuxième clic droit pour quitter la fonctionnalité de création de ligne. C'est bon pour les contours de voile. On va créer maintenant les emplacements des poteaux. Donc pour cela, on va utiliser des nœuds. À côté de l'option nouvelle ligne, je clique sur nouveau nœud. On va sélectionner ici nos poteaux. Comme je ne peux pas sélectionner le centre du poteau, pour l'instant, je vais sélectionner ici, OK, mes deux emplacements de poteaux. Et on va les modifier ensuite. Donc je fais un clic droit pour quitter la fonction de création de nœuds. Et je sélectionne mes deux nœuds et je vais pouvoir les déplacer. Je fais un clic droit sur l'un des deux nœuds. Là, on voit d'ailleurs ici l'objet du modèle DXF qui correspond à ce que j'ai sélectionné. Donc, ce n'est pas un objet RFM6. Donc, je reviens sur les nœuds. Je vais directement cliquer ici sur déplacer, copier. OK. Je vais sélectionner ici mon vecteur de déplacement. Donc, je sélectionne graphiquement 2 points pour redonner le vecteur de déplacement. Je veux que mon nœud se déplace de ce point-là
à ce point-là, donc bien de 50 cm. OK. Voilà, ça me permet de ne pas le rentrer manuellement et de directement le faire à l'aide des outils graphiques. On va sélectionner tous les nœuds en haut pour les copier à chaque travée en partie basse. Donc je vais sélectionner les 3 nœuds ici et les 3 nœuds ici. Je vais cliquer sur, donc je peux faire un clic droit, je peux aussi directement faire appel à la fonction de déplacement dans la barre d'outils en cliquant ici sur déplacer, copier les objets sélectionnés. J'active cette fois-ci la création d'une copie pour ne pas déplacer les nœuds mais créer une copie. Et pareil, je vais sélectionner graphiquement 2 points et redonner le vecteur de déplacement. Je sélectionne de ce point-là à ce point-là et j'ai bien en direction de Y un déplacement de 5 mètres. OK. Alors, je vais cliquer sur appliquer. Ça va me permettre de rester dans la boîte de dialogue et de continuer mes copies. Donc là, la dernière copie est sélectionnée. Je peux redonner un nouveau vecteur de déplacement. Cette fois-ci, de ce point-là à ce point-là. Appliquer. OK, pareil. Et je vais faire pareil pour la dernière ligne tout en bas. Je sélectionne graphiquement 2 points. Le point de référence ici et le point final ici de 5 mètres et je clique sur OK. Très bien. Tout a été créé. On va pouvoir juste diviser toutes les lignes de notre modèle pour que chaque élément soit pris en compte différemment pour avoir par exemple une poutre ici mais par contre un voile ici. Et pour cela, je vais sélectionner tout avec le clavier. Je clique sur la touche CTRL et sur la touche A du clavier. Ça permet de tout sélectionner. Donc je répète, CTRL plus A et je sélectionne tout. Sinon, vous pouvez tout simplement faire une sélection lasso comme ça. Et on va cliquer ici sur diviser les lignes, les barres et les surfaces sélectionnées aux intersections. OK. Et cette fois-ci, on voit bien que toutes les lignes ont été divisées à chaque intersection de nœud ou de ligne. Très bien. Ce qui me permet de sélectionner cette ligne, par exemple, et de la supprimer pour faire ici le déporté de dalle. On va donc créer nos matériaux pour attribuer nos poutres et notre dalle. On fait un clic droit sur matériaux, on clique sur nouveau matériau. Comme tout à l'heure, je peux faire ma recherche directement dans la barre de recherche. Je sélectionne mon matériau béton C3037 selon la norme Eurocode. OK, je peux cliquer sur créer un nouveau matériau. Et cette fois-ci, un béton C2530, toujours selon l'Eurocode 2. OK. Et enfin, notre dernier matériau pour les aciers de treillis. On va cliquer ici sur créer un nouveau matériau. Je retourne dans la bibliothèque, importer le matériau. Je me mets sur la série d'acier de béton armé B. Et cette fois-ci, je sélectionne le béton, l'acier B500MA. Donc pourquoi faire cette différence entre S et le M alors que les propriétés, elles, ne changent pas? Ça peut permettre, par exemple, sur un modèle où vous aurez en même temps des armatures de barre et en même temps des armatures de treillis, de modifier la nuance d'acier de l'un sans modifier la nuance d'acier de l'autre. OK. Je sélectionne ici et je valide. On va créer tout de suite nos sections. Je fais un clic droit sur la catégorie section dans le navigateur et je clique sur nouvelle section. Le matériau, on vérifie bien qu'on est sur le premier matériau pour notre section de poutre. Et ici, dans l'onglet paramétrique massif, je vais pouvoir prendre une largeur donc de 24 cm, donc 240 mm, et une hauteur de 450 mm. On valide. Et comme pour les sections qui sont attribuées aux barres, on aura des épaisseurs qui seront attribuées aux surfaces. Donc je fais un clic droit sur la catégorie épaisseur et je clique sur nouvelle épaisseur.
De la même façon, je vérifie que mon matériau numéro 1 C3037 est bien appliqué pour ma dalle et je peux modifier mon épaisseur de dalle à 24 cm, soit 240 mm. Ok, nos sections et nos épaisseurs sont prêtes avec nos matériaux. Je peux créer ma dalle. L'outil de création de dalle va se trouver dans la barre d'outils. Donc par défaut, on a les dalles rectangulaires, mais je peux aussi créer une dalle à partir des lignes de contour. Ok, on voit ici que les propriétés de calcul sont activées, mais on verra ça plus tard après avoir défini la surface, on reviendra dessus. Je clique tout simplement sur OK. Là, on voit bien que l'épaisseur de 24 cm est automatiquement sélectionnée et je peux sélectionner n'importe quelle ligne de contour. Une fois, comme on est sur un contour fermé, la dalle a été créée automatiquement. Je peux faire un clic droit pour quitter la fonction et je peux cliquer ici sur la petite icône pour avoir un affichage axonométrique par défaut. Voilà, on voit en 3D ce que ça donne. On va passer à la création de nos poutres. On va donc créer les poutres sur les lignes correspondantes. On ne voit pas forcément très bien les lignes qui correspondent aux voiles, les lignes de DXF. On va pouvoir modifier un peu les propriétés d'affichage de notre DXF. Donc pour cela, je vais dans le menu Modifier, Objet repère, et je vais cliquer ici sur Couche d'arrière-plan, boîte de dialogue. J'ai mon DXF ici qui avait été défini et je vais directement cliquer sur Propriétés d'affichage, ici la petite icône en bas à gauche. En cliquant ici directement dans la boîte de dialogue, ça me permet d'arriver dans les propriétés d'affichage qu'on a vu tout à l'heure, mais directement au chapitre concerné. Donc couche d'arrière-plan, je vais aller dans l'onglet Général et dans le cadre de contour, je vais choisir la couleur un peu plus rouge foncé, donc plus visible. Je clique sur OK et cette fois-ci, je vois bien mes lignes de voile que je ne dois pas prendre en compte pour créer mes poutres. Je vais donc sélectionner toutes les autres lignes. On va pouvoir les sélectionner à l'aide de la touche contrôle. OK. OK. Toutes mes lignes correspondant à mes futures poutres ont été sélectionnées. Je peux faire un clic droit sur l'une de ces lignes et cliquer sur Modifier les lignes. Ici, je vais pouvoir activer l'option de création de barres sur ma ligne. Donc, j'active l'option barre et j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui s'affiche. Comme sur ces deuxième exemple, on est uniquement sur la vérification des surfaces, on va pouvoir désactiver les propriétés de calcul pour les futures barres qu'on va créer. OK. Au niveau du type de barre, tout à l'heure, on était sur une barre de type poutre. Cette fois-ci, on va juste passer sur une barre de type nervure. En effet, comme on a des surfaces, dans l'onglet nervure, on voit que j'ai la possibilité d'aligner ma poutre par rapport soit à la face -z de la surface. Dans ce cas-là, on est ici en rehausse, soit au centre, soit ici dans notre cas sur la face +z de la surface, donc en retombée. OK. Dans l'onglet section, donc on n'a bien qu'une seule section définie, on peut valider. Je valide mes lignes et j'ai bien mes barres qui ont été créées. Les sections nervurées ne s'affichent pas par défaut, on peut tout de même le vérifier. On va aller dans le navigateur affiché ici. Et dans la catégorie barres, on va activer les sections nervurées. Et on voit ici beaucoup mieux à quoi ça correspond la définition de nos poutres de type nervure. OK. On va pouvoir désactiver et rester sur l'affichage par défaut. On va créer les appuis. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne va pas directement modéliser les surfaces pour les voiles et les barres pour les poteaux. Vous pourrez le faire suite à la formation pour comparer. Nous, on va passer par les appuis, mais tout en respectant les propriétés de nos poteaux et de nos voiles. Donc,
pour bien comprendre, on va revenir dans le navigateur Données. Et ici, je vais aller dans Type pour les nœuds avec les appuis nodaux. Je vais faire un clic droit sur Appui nodaux et cliquer sur Modifier. On va supprimer toute la liste par défaut de nos appuis nodaux. Donc je le sélectionne avec la touche Shift et je clique ici sur Supprimer les appuis nodaux sélectionnés. OK. Et je vais pouvoir créer un nouvel appui nodal en cliquant sur le bouton avec l'étoile jaune. Et ici, je ne vais rien définir directement dans les conditions d'appui ici. Je vais directement activer l'option rigidité via un poteau fictif et je vais pouvoir aller dans l'onglet rigidité via un poteau fictif. Et c'est ici que je vais pouvoir donner les propriétés de mon poteau en définissant le modèle d'appui sur un appui nodal élastique avec une tête de poteau rectangulaire. Je donne les dimensions de 40 cm par 40 cm, donc 0,4 m par 0,4 m, ainsi que la hauteur de mon poteau, donc 3,25 m. On peut aussi également, vous voyez que ici les ressorts d'appui se mettent à jour en fonction des propriétés. Je sélectionne les conditions du poteau en articulé, en tête et en pied. Et ici, je peux sélectionner le matériau numéro 2 en C2530. Voilà, on voit que la ressort d'appui s'est mis à jour. Et on va sélectionner les nœuds auxquels on veut attribuer ce type d'appui. Donc je sélectionne graphiquement les nœuds et je vais pouvoir sélectionner ici tous les nœuds de 40 par 40 à l'aide du DXF qui nous permet de bien les localiser. Je valide et je peux cliquer sur appliquer. OK, on voit les petits appuis en vert qui ont été créés et je peux créer un nouvel appui. Je vais copier l'appui nodal sélectionné pour directement avoir les propriétés et juste modifier les dimensions. Donc en largeur, on va mettre 1 mètre avec 24 cm, donc 0,24 m, alors 24 pour l'autre dimension. Et de la même façon, je vais assigner graphiquement au nœud et je vais sélectionner tous les nœuds qui doivent avoir ce nouvel appui nodal. OK. Je peux cliquer sur appliquer. Il va me manquer un dernier nœud. Donc je vais cliquer sur copier l'appui nodal sélectionné. Je vais modifier les dimensions juste en inversant, en mettant ici cette dimension de 24 cm et ici 1 mètre. Et cette fois-ci, je peux sélectionner le dernier nœud qui est dans l'autre sens. OK. Je valide tout, je clique sur OK et j'ai bien tous mes nœuds qui sont créés au niveau de mes poteaux. Je peux faire un clic droit sur l'un des appuis et afficher un peu plus grand mes appuis. OK. On peut également se mettre en modèle filaire pour avoir un aperçu plus clair. De la même façon, on va créer pour les voiles à l'aide d'appuis linéiques. Donc, je viens ici dans le navigateur, type pour les lignes, et je vais faire un clic droit sur appui linéique. Je vais pouvoir cliquer sur modifier. De la même façon, je vais sélectionner mes deux appuis par défaut. Je vais cliquer sur supprimer les appuis linéiques sélectionnés. OK. Et on va pouvoir créer un nouvel appui linéique. Ici, l'option rigidité via un voile fictif n'est pas disponible. Il faut donc que je modifie le système de coordonnées pour passer en local et avoir l'option de disponible. J'active l'option, je vais dans l'onglet correspondant. Et ici, pareil, je peux donner les dimensions de mon voile. Donc 24 cm en largeur et 3,25 m en hauteur. Je suis toujours articulé à la tête et à la base du voile. Et je modifie mon matériau pour prendre le numéro 2, C2530. Je peux cliquer ici sur sélectionner graphiquement les lignes pour sélectionner toutes mes lignes où je veux considérer un voile. OK, et la dernière ici. Je valide
et je peux cliquer sur OK. Pareil, je peux faire un clic droit sur mon appui linéique et afficher en plus grand mes appuis. OK. Une autre façon de voir encore plus clairement la définition de nos voiles fictifs et nos poteaux fictifs, donc là je me remets en modèle transparent, c'est de venir dans le navigateur afficher et type pour les nœuds, appui nodo, je vais activer les poteaux. Et là on voit bien les poteaux fictifs qui ont été pris en compte. Pareil pour les types pour les lignes, appui linéique, j'active les voiles, ça me permet de bien vérifier ce qui a été défini. Et tout est dans la bonne direction, OK. On va pouvoir désactiver la couche d'arrière-plan puisque notre modélisation est terminée. On va passer au chargement. Donc, je peux revenir dans le navigateur données, faire un clic droit sur couche d'arrière-plan et désactiver toutes les couches d'arrière-plan. OK. Comme ça, l'aperçu est plus clair. Comme pour l'autre modèle, le poids propre a été créé automatiquement lors de la création d'un nouveau modèle. On va juste créer un nouveau cas de charge. Donc, je clique ici sur le bouton Nouveau cas de charge. Je vais donner un nom au cas de charge, donc charge imposée, par exemple, en définissant la catégorie d'action en catégorie A. OK. On revient ici dans l'onglet base. J'ai bien le rappel sur l'activation de ma norme Eurocode 0 avec l'annexe européenne et l'assistant de combinaison qui est bien activé. Cette fois-ci, un peu plus de détails dans l'onglet Actions. On va retrouver les différents types d'actions. Donc, on a bien une catégorie permanente et imposée avec l'attribution de chaque cas de charge. Et l'onglet Situation de projet qui va prendre en compte les différentes actions pour combiner, créer les combinaisons de charges. On retrouve bien nos 4 combinaisons par défaut, une ELU et 3 ELS, qui vont nous permettre d'avoir les combinaisons enveloppes de tous les résultats de combinaison. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait regarder un peu plus en détail les assistants de combinaison. Donc je vais pouvoir cliquer ici sur modifier l'assistant de combinaison. Et on voit ici ce qui a été défini. Je suis bien sur une combinaison de charge en analyse du second ordre. On va juste modifier ce second ordre pour sélectionner du géométriquement linéaire pour la vérification de nos éléments en béton. Et pareil, je peux désactiver les cas d'imperfection pour ce type d'analyse. OK. Donc voilà notre assistant de combinaison qui est défini pour l'ELU. On aura, de toute façon, on verra plus tard dans cet exemple qu'on va uniquement faire la vérification à l'ELU pour cette dalle. Dans l'onglet combinaison d'actions, donc on retrouve les différents facteurs qui s'appliquent aux différentes catégories d'actions. Et enfin, dans l'onglet combinaison de charges, on retrouve les combinaisons de charges ELU et ELS. Au total, 8 combinaisons. En validant, on les retrouve également dans la liste déroulante. On va définir nos charges, donc je vais revenir sur le poids propre. Je ne vais pas ajouter d'autres charges permanentes pour le poids propre. Je peux néanmoins afficher les charges de poids propre, puisque là, elles ne sont pas visuelles. En effet, si je clique sur afficher les charges ici, j'ai aucune charge qui n'apparaît. Je vais donc aller dans le navigateur afficher. Et ici, dans la catégorie charge, je peux activer le poids propre. Voilà. On voit ici le poids propre qui est bien considéré pour tous les éléments de manière surfacique pour notre dalle et linéique pour nos barres. OK, on va décocher pour avoir un aperçu visuel plus clair. On va directement aller sur le cas de charge numéro 2 et cliquer ici sur Nouvelle charge surfacique. On va sélectionner graphiquement la surface. OK, je valide. Et je peux donner ma grandeur de charge de 3 kN par mètre carré. Tout simplement, je valide. OK, je peux faire un clic droit sur ma charge surfacique pour diminuer son affichage. Et c'est bon. OK,
on va venir sur la combinaison, la situation de projet 1 pour définir nos propriétés de calcul. On double-clique sur la surface numéro 1 pour voir les propriétés de calcul qui sont activées par défaut. OK. Ici, on a bien 5 onglets disponibles avec l'onglet enrobage béton que l'on a déjà vu où, pour rappel, l'enrobage minimal est automatiquement déterminé selon la durabilité qui est définie. L'onglet propriétés de vérification du béton, on retrouve la direction des premières armatures. Donc, je peux par exemple cliquer ici sur créer une nouvelle direction d'armature pour voir les différentes possibilités. Donc, en effet, je peux cliquer sur soit la direction de la première armature en X, donc par rapport à l'axe local X de la dalle, ou par rapport à Y, ou alors tourner. Et je peux définir manuellement par rapport à X la direction de la première armature. OK, on va cliquer sur annuler, on va laisser par défaut la première armature selon X. Dans l'onglet armature de surface, on a ici une liste vide, on va pouvoir donc créer une nouvelle armature de surface. En cliquant sur l'icône, j'ai la boîte de dialogue qui apparaît où je peux définir pour chaque surface des armatures spécifiques correctement détaillées. Donc le type de position, on va laisser sur la surface et le type d'armature sur barre d'armature. Mais on voit que j'ai aussi la possibilité de définir des treillis avec une bibliothèque de treillis. Et ici, je peux définir mon diamètre en passant à 8 mm. Je garde l'espacement de 15 cm et je vais juste activer les armatures transversales additionnelles avec les mêmes propriétés, 8 mm en diamètre et 15 cm en espacement. OK. En modifiant ces paramètres, ici on voit en bas à droite dans l'info image le détail des valeurs d'armature qui vont s'appliquer dans chaque direction. On va juste utiliser deux armatures pour cette surface en désactivant ici l'attribution bas, puisqu'on va définir individuellement des armatures sur la partie supérieure et sur la partie inférieure. Donc une fois que j'ai désactivé ici l'attribution bas, donc pour avoir que en haut, je peux cliquer ici sur copier les armatures de surface sélectionnées. OK. Et cette fois-ci, je modifie l'attribution, je désactive haut et j'active en bas. Donc ça me permet d'avoir deux armatures sur chaque nappe et donc qui me permet de modifier plus tard séparément en fonction des vérifications les armatures en haut et en bas. OK. On valide et on peut aller dans l'onglet configuration de calcul. Pareil que pour les barres, je peux cliquer sur modifier la configuration pour le LU pour voir les paramètres qui sont définis par défaut. Je vais dans l'onglet ici surface et on voit les paramètres par défaut qui sont définis. On peut modifier par exemple les armatures longitudinales pour les dalles et passer par exemple pour des voiles si jamais vous devez modéliser les voiles. On est sur une configuration différente. On va laisser par défaut tout ce qui a été défini. OK, donc je peux quitter. Et pareil pour le LS, les détails de configuration sont également accessibles en cliquant sur le bouton ici. L'onglet flèche, qui est également disponible ici pour la surface, mais qu'on ne va pas paramétrer puisqu'on ne va pas faire la vérification de la flèche dans cet exemple introductif, dans cette formation introductive à la vérification du béton. OK. Je reviens dans le navigateur affiché. Alors, on voit ici notre treillis qui a été défini manuellement à l'aide de barres d'armature qui est visible sur toute la surface. On va juste désactiver les types pour la vérification du béton, voilà, pour la lecture des résultats, parce qu'avec le treillis ici, on va voir un peu moins bien. OK. Je retourne dans le tableau de vérification du béton, comme pour l'autre modèle, pour vérifier les données d'entrée.
Je vais donc dans l'onglet situation de projet désactiver toutes les combinaisons ELS. Et dans l'onglet suivant, objet à calculer, on voit que par défaut, tout est défini. On va désactiver les barres et les nœuds avec poinçonnement pour effectuer la vérification uniquement sur la surface numéro 1. Et je peux cliquer ici sur vérification du béton dans la barre d'outils. Les deux combinaisons ont été calculées et la vérification du béton a été effectuée. Ok, donc là, on a directement les résultats qui s'affichent sur la vérification du béton. Sachant que cette vérification prend en compte l'analyse statique qu'on retrouve ici dans le navigateur résultats. Où on voit ici, donc si je sélectionne, les déformations par défaut. On va juste masquer le maillage ici. Donc dans la barre d'outils, je vais désactiver afficher le maillage pour avoir une lecture des résultats plus claire. Et donc je vous disais la vérification du béton qui va prendre en compte les efforts internes des barres et des surfaces qui sont réalisés dans cette analyse statique. Ok, on retourne dans le navigateur vérification du béton. On va se mettre en vue en direction de Z pour lire facilement les résultats. Le tableau de vérification du béton ici affiche par défaut toutes les vérifications non validées. On peut cliquer sur l'une d'entre elles pour avoir les détails de vérification, comme pour les barres. Et donc, on a une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît avec les formules à droite, les références aux eurocodes ou aux différentes équations de l'eurocode, etc. On voit ça ici. Les résultats de cette boîte de dialogue peuvent s'afficher en fonction des combinaisons que l'on sélectionne, en fonction des nœuds de maillage, des surfaces et des ensembles de surfaces si on en a plusieurs, etc. Ok. On va pas s'attarder là-dessus. On va revenir sur notre tableau aperçu où on a les différentes ratios qui sont non validés ou incalculables, sachant qu'on va se focaliser sur la vérification à l'ELU de notre surface. Je vais désactiver certains résultats sur les détails d'armature. Donc pour cela, je vais cliquer sur cette petite icône dans le tableau vérification du béton pour n'afficher que les vérifications non vérifiées à l'ELU. Ok. On va faire une lecture en même temps sur le tableau et en même temps sur le navigateur à gauche. Donc dans le navigateur, je vais activer la vérification sur les surfaces à l'ELU. Donc je viens ici dans la catégorie vérification. Et par défaut, on voit que j'ai la première vérification qui s'affiche ici, qui correspond à cette ligne. J'ai bien la même référence de vérification. Et donc où j'ai un ratio dépassé pour les armatures supérieures dans la première direction, donc dans la direction X, puisque c'est la direction des premières armatures que j'ai définies. On voit également ici, si on zoome en vers la direction des armatures pour confirmer l'axe X. Donc voilà pour cette première vérification. La deuxième, ici dans le navigateur, ça correspond cette fois-ci toujours sur le côté supérieur, mais cette fois-ci dans la deuxième direction, donc selon Y. Et pareil, les suivantes, ce sont les ratios dépassés pour les armatures cette fois-ci inférieures en X et en Y. Et on voit ici que le ratio cette fois-ci c'est plutôt entravé, alors que pour les deux précédents, c'était sur appui. On va aussi maintenant analyser les résultats des armatures. Donc je vais revenir ici sur les armatures dans le navigateur vérification du béton. Et je vais activer les armatures requises pour mes surfaces dans une direction en partie supérieure.
on voit la valeur ici de 11,32 et on voit aussi dans le panneau de contrôle à droite. L'autre valeur dans la deuxième direction de 14,28 qui sera la plus grande valeur. Et en partie inférieure, on a des valeurs plus petites de 4,19 et 4,57. Pareil que pour le premier modèle, je peux également activer les armatures qui sont prévues, donc celles que j'ai définies. Et on voit ici qu'elles sont bien toutes à 3,35 dans chaque direction et sur chaque face de ma surface, qui correspond bien aux armatures de surface que l'on a définies. Et donc, pour analyser entre les armatures requises et les armatures prévues ce qui est non couvert, je peux activer ici la différence pour les armatures supérieures dans la première direction. On voit la valeur de 7,97 qui nous manque, et notamment dans cette direction de 10,92. Pareil, sur la partie inférieure, on voit juste quelques zones avec une valeur même pas de 1 cm² par mètre qui nous manque, et ici de 1,21. Ok. On va pouvoir donc modifier les armatures de surface en fonction de ces armatures non couvertes que l'on vient de lire. On va donc venir dans le navigateur ici Données. On va revenir sur les types pour la vérification du béton qui se trouve ici. Et on a nos armatures de surface. On va modifier la deuxième armature. Donc je double-clique sur l'armature de surface numéro 2 qui correspond donc aux armatures placées en partie basse de la dalle. Et je vais juste modifier cette valeur pour passer sur un diamètre plus grand de 10 mm sur chaque direction. Une fois que j'ai validé mon diamètre pour chaque direction, je valide et je relance la vérification du béton directement depuis le tableau. J'affiche les résultats. Ça me redemande si on souhaite lancer le calcul puisque les résultats ne sont pas trouvables. Oui, et j'ai la vérification du béton qui se relance. Ok, et cette fois-ci, je peux relire, on voit que je suis toujours sur les derniers paramètres que j'ai lus, que j'ai analysés, et cette fois-ci, on a une valeur de 0 sur l'ensemble de la surface pour mes armatures inférieures. Pareil, dans la deuxième direction, je vais donc pouvoir me focaliser sur les armatures supérieures. Les armatures supérieures, donc dans une direction, il manque 11,19 cm² par mètre, et on voit que ces armatures non couvertes sont très localisées au niveau de chaque nœud de poteau. On va donc non pas modifier l'armature de surface globale, puisqu'ici ça ne servira à rien de rajouter des armatures alors que notre vérification est effectuée. On va donc ajouter des armatures localement. Comme pour tout à l'heure, je retourne dans le navigateur Données, type pour la vérification du béton. Je fais un clic droit sur les armatures de surface et je clique sur Nouvelle armature de surface. Et cette fois-ci, le type de position, au lieu de définir sur toute la surface, je vais définir de façon rectangulaire libre. Ok. Pour rappel ici, on voit que le matériau B500 est automatiquement défini. Je reste sur des barres d'armature. On va choisir un diamètre de 16 mm avec un espacement de 1 cm. Pareil, j'active les armatures transversales additionnelles en définissant les mêmes valeurs de 16 mm et de 0,1 m. OK. Et on voit ici les valeurs qui s'affichent dans l'info image pour vérifier que que je couvre bien les armatures manquantes. On désactive ici l'attribution en bas pour uniquement attribuer les armatures supérieures. Et je vais aller dans l'onglet Direction et Position pour définir ma zone de rectangulaire libre. On va choisir une définition selon le centre et les côtés du rectangle. Je vais sélectionner ici graphiquement les coordonnées pour les positions d'armature. Et je vais sélectionner par exemple ici ce nœud. Je définis mes côtés du rectangle, donc
4 mètres dans une direction et 3 mètres dans l'autre. OK. Et je vais assigner aux surfaces. Je sélectionne graphiquement la surface numéro 1, je valide. Et mon armature de surface a été correctement définie. Je clique sur OK. Cette action requiert la suppression des cas de charge ou des modules vérification du béton. Oui, je continue. On va relancer le calcul après. Ici, je ne vois pas mes armatures de surface qui ont été définies. Je vais retourner dans le navigateur affiché et je vais activer la type pour la vérification du béton. On retrouve notre treillis global et ici, on retrouve notre zone d'armature autour de notre nœud. Pour afficher uniquement mes armatures de ce type, je vais toujours dans cette catégorie, type pour la vérification du béton, sélectionner ici les armatures de surface, armature longitudinale, et je vais désactiver sur la surface. Comme cela, je vois plus facilement mes armatures rectangulaires libres et je peux les sélectionner aussi plus facilement. On va tout simplement, avec des outils graphiques, copier cette armature sur les autres nœuds pour que la vérification soit réalisée partout. Je vais donc faire un clic droit sur cette armature et cliquer sur déplacer, copier. Je vais ici activer 3 copies avec un vecteur de déplacement que je vais sélectionner graphiquement. Et je vais donc sélectionner le nœud central ici pour l'appliquer aux autres poteaux ici. J'ai bien un vecteur de déplacement de 5 mètres et je peux valider. OK. Pareil pour copier en partie supérieure de mon modèle. Je sélectionne toutes mes armatures de surface à l'aide de la touche CTRL. Je fais un clic droit sur l'une d'entre elles et je clique sur déplacer, copier. Cette fois-ci, je fais une seule copie. Je sélectionne mon vecteur entre ce nœud ici et ce nœud ici. Et j'ai bien un déplacement de moins 7 mètres en Y. OK. Et enfin, on va aussi ajouter sur ces deux nœuds des armatures, les mêmes armatures. Je sélectionne donc mes deux armatures de surface de ce côté. Je fais un clic droit sur l'une d'entre elles. Je clique sur déplacer, copier. Je sélectionne graphiquement mon vecteur, le point de référence ici et le point de destination, et j'ai bien un déplacement de moins 5 mètres en X. OK. Toutes mes armatures supplémentaires de surface en partie supérieure ont été définies. Je vais réafficher les résultats, donc dans le tableau de vérification du béton. Je clique sur oui, et la vérification du béton est réeffectuée à nouveau. On arrive au terme de cette formation. On va donc juste voir les dernières propriétés d'affichage. Ici, on voit qu'il y a encore deux autres vérifications qui ne sont pas effectuées et on voit directement localement les valeurs. Pour afficher encore plus évidemment cette valeur, on peut utiliser le panneau de contrôle à droite en modifiant ici, vous voyez, le curseur inférieur. On voit ici, par exemple, les armatures considérées. Si je me mets notamment sur la vérification, donc la vérification correspondante à celle-ci, ici, je la sélectionne dans le navigateur. Et pareil, je peux modifier mon curseur inférieur pour n'afficher que les ratios qui sont supérieurs à 1. Et on voit ici les zones qui sont très localisées. Donc on pourrait pareil rajouter des armatures supplémentaires. On a également la possibilité d'afficher en isoligne. Donc là, par défaut, on est en isobande, mais dans les paramètres du navigateur résultat, je peux sélectionner isoligne pour avoir différentes propriétés d'affichage des résultats. On a aussi la possibilité d'activer les valeurs de résultats sur les surfaces. Donc si j'active ici dans le navigateur résultats, j'ai toutes les valeurs qui s'affichent au point de grille de ma surface. Ici, on voit que j'ai beaucoup trop de valeurs affichées. Je peux paramétrer ce nombre de valeurs affichées en double-cliquant sur la surface. Donc là, j'ai double-cliqué sur la surface et dans l'onglet grille,
je vais modifier mes distances de grille de 2 mètres à 2 mètres. OK. Donc j'ai fait plus que doubler. Et si je le valide cette fois-ci, donc ça me supprime les résultats, je vais devoir les relancer. Mais je vais avoir des valeurs sur les surfaces plus claires et qui s'affichent correctement. Voilà. OK. Enfin, on peut désactiver les types pour la vérification du béton pour n'afficher que les résultats. On arrive au terme de cette formation, comme je vous l'ai dit. On a pu vérifier ensemble une poutre en béton armé ainsi qu'une dalle. On a vu des vérifications principalement à l'ELU, mais même si on a vu pour la barre la vérification de la flèche. Si vous le souhaitez, nous avons des articles et des FAQ sur les autres vérifications possibles à l'aide de RFM, donc notamment la vérification au poinçonnement, qu'on a dû désactiver nous ici dans cet exemple introductif, et aussi la vérification à l'ELS. Comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de refaire ce modèle en modélisant directement les poteaux et les voiles comme l'aperçu que vous avez dans le PowerPoint de présentation. Et du coup, vous pouvez ensuite nous contacter si vous avez des problèmes de modélisation sur cet exemple similaire ou si vous avez des incohérences entre les deux modèles, entre celui qu'on a réalisé aujourd'hui et celui que vous pourriez faire de votre côté en 3D complètement. Avant de vous quitter, deux derniers petits tests sur cette partie sur les dalles que je vais vous afficher. Hop. OK. Donc premier test, quels composants peuvent être modélisés avec le bar de type nervure? Je vous laisse y répondre. On a pratiquement les résultats de tout le monde. On va pouvoir fermer le sondage, le test. OK. Vous voyez les résultats qui s'affichent. Donc, tout le monde a sélectionné les poutres hantées. Donc, oui, on peut modéliser des poutres hantées avec le type de barre de nervure. Mais la bonne réponse, c'était toutes les réponses. On peut également modéliser des poutres avec une retombée, comme c'était pour nous, et aussi des poutres avec des rehausses. Donc, si on applique la nervure sur la partie supérieure de la surface. Et enfin, dernier test. Est-ce que le choix des armatures influence les résultats de l'analyse statique? Oui ou non? Je vous laisse y répondre. Ok, on va pouvoir fermer ce dernier test et afficher les résultats. Alors, tout le monde n'a pas répondu pareil et la bonne réponse c'était la deuxième. Non, le choix d'armature n'influence pas les résultats de l'analyse statique. C'est l'inverse, c'est l'analyse statique qui va permettre à la vérification de béton de s'effectuer. Et lorsque vous modifiez les armatures, etc., dans les propriétés de vérification du béton,
cela ne change pas les valeurs d'effort interne dans les barres et les surfaces. Merci pour avoir répondu à ces tests et d'avoir participé à cette formation. Quelques mots sur la partie éducative que l'on retrouve sur notre site internet. Tac, tac, tac. Ok. Quelques mots sur la partie éducative. Donc sur notre site internet, vous allez retrouver directement des données pour vous étudiants sur RFM6 avec notamment du e-learning où vous retrouvez toutes les vidéos de formation qui ont pu être effectuées jusqu'ici spécialement dédiées pour vous étudiants. Vous avez également d'autres outils de connaissances avec des manuels en ligne, des vidéos et des articles. Vous avez la possibilité de demander ou renouveler votre licence gratuite en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ces liens. Et vous avez également la possibilité de soumettre une thèse qui pourra donc être mise en ligne sur notre site internet et donc être résumée dans plusieurs langues, dans 9 langues. Cela vous permettra aussi d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux et également vous pourrez avoir des cadeaux de remerciement pour le partage de votre thèse. Dans l'accueil, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter en vous renseignant l'adresse mail et vos prénoms et noms afin de recevoir les dernières informations sur nos événements. Enfin, quelques autres outils qui sont disponibles en ligne. Donc bien sûr, les versions d'essai, mais qui peuvent être gratuites pour vous si vous faites les demandes de licence étudiante, et aussi nos chaînes YouTube. Pour plus d'informations, vous pouvez directement nous contacter à l'adresse mail renseignée ici ou par téléphone. Et toutes les autres informations directement sur notre site internet. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette formation. Et on va pouvoir passer éventuellement à quelques questions.